Azoul Foulaoun, bonjour tout le monde. Mon nom est Soraya Mahyout, vice-présidente de l'association DIHIA, Association Amazir des cantons de l'Est. Nous sommes heureux de vous recevoir ce soir, donc avec notre invitée Nora Belgasmia. L'association DIHIA participe pour la deuxième fois, la deuxième année consécutive à la Semaine Sherbrookoise des rencontres interculturelles. Je vais présenter l'association. Donc, DEHIA, c'est une association qui est active sur le territoire des cantons de l'Est, plus précisément dans la ville de Sherbrooke. L'objectif de l'association, donc, c'est de promouvoir la culture amazigh, l'identité de la langue amazigh, tout en favorisant l'intégration à la société québécoise et le rapprochement interculturel. J'ai le plaisir ce soir, comme je l'avais dit, de recevoir Nora Belgasmia. Azoufilem Nora! زول سوريا سن ميرثي مفسنو فكاياغين et Seguir et puis donc je traduis. Merci beaucoup pour l'invitation et puis je suis très très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. مرحبا يسو يعرفنا. Donc, juste pour parler de la thématique de la semaine sherbrookoise des rencontres interculturelles, donc c'est sous le thème Frontières abolies et culture enrichie. Pour cette occasion, donc, Nora Belgasmia va nous présenter, donc va traiter sur le labeur et ses représentations individuelles et sociales à travers la poésie orale féminine. Plus précisément la poésie kabyle. Donc, avant d'aller vers ça, je vais faire une petite biographie de notre invitée, donc de Nora Belgasmia. Donc, Nora détient un doctorat en littérature et sociologie anthropologie. Elle détient également un magistère en littérature amazigh et une licence de français. Elle a écrit un livre sur la didactique de l'enseignement de Tamazight intitulé Tenfelit Tiraus de Tamazirt, paru en 2007, édité par le Haut Commissariat à la Mazirité. Elle a à son effectif plus d'une vingtaine d'articles parus dans des revues algériennes et internationales. Elle détient plus de 29 ans d'expérience en enseignement du français et de la langue tamazight. Donc, Nora, avant d'aller de l'avant sur notre sujet d'aujourd'hui, j'aimerais savoir en soi, qu'est-ce qui t'a mené à ce travail? Qu'est-ce qui t'a influencé? Alors, comme tu le sais, Soraya, je travaille sur la poésie orale féminine. Je pourrais te dire que c'est ma mère qui a été la première, allez, on va dire instigatrice de mon travail. C'est elle qui m'a influencée. Ma mère qui a toujours fait de la poésie, donc, elle chantait quand elle était triste, elle chantait quand elle était heureuse, elle chantait quand elle travaillait. Donc le chant, la poésie ne l'a jamais quittée. Et je pense que c'est ça qui m'a amenée vers cette recherche. Donc c'est elle qui m'a inspirée et c'est elle qui m'a poussée à vouloir savoir encore plus sur le verbe féminin et tout ce qu'il cache. Donc j'essaye de relever tout ce qui est non dit, tout ce qui est caché dans la poésie orale féminine. Voilà. Je connais aussi un peu ton historique. C'est que je sais que ta famille s'est déplacée, je pourrais même utiliser le mot émigrer, très très tôt de la Kabylie vers un autre endroit, donc en Algérie, Constantine. Fait que je te laisse un peu nous parler de là-dedans, parce que c'est pas évident quelqu'un qui vit à Constantine, qui se retrouve à parler le kabyle, etc., à le maîtriser, puis en plus qui va aller étudier profondément sur la langue amazigh. Alors, il est vrai que je fais partie de cette diaspora kabyle qui a quitté le village pour s'installer dans la ville arabophone, en l'occurrence Constantine. Donc, ma famille fait partie des toutes premières familles qui ont quitté le village, qui se trouve dans qui est le village le village de Temras à Et Ouessif, en Grande Kabylie, en Algérie. Et puis, il y a eu cet exode donc, pour des raisons économiques, des raisons beaucoup plus aussi sociales, parce qu'il y avait la guerre à l'époque. Donc, c'était vers les années 50 que ma famille a immigré vers Constantine. Et donc, il y a eu beaucoup de familles dans cette région qui ont quitté le village pour s'installer dans les villes arabophones. Et moi,
je suis native de la ville de Constantine, fait que durant toute mon enfance, je n'ai jamais connu la Kabylie. Donc, ce que j'ai connu de la Kabylie, c'est à travers les yeux de ma mère. C'est pour ça que je vous dis que c'est ma mère qui m'a inspirée, que c'est ma mère qui m'a ouvert la voie de la recherche sur la poésie orale féminine. Et puis plus tard, donc quand j'ai fait mes études en licence de français à Constantine, donc j'ai entendu qu'ils avaient ouvert un institut en Tamazirt durant les années 92. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai découvert la Kabylie. Donc, réellement, donc, je me suis déplacée au village de Temras et j'ai fait ma recherche là-bas. Fait que tous les poèmes que j'ai eus, je les ai collectés durant la décennie noire. C'était durant les années 80, 95 jusqu'en l'an 2000. Donc, j'ai vécu aussi cette période-là qui est une période noire, la décennie noire qu'a connue l'Algérie et qui a touché toutes les régions du de pays l'Algérie. et Oui. surtout la Kabylie aussi qui a été touchée. Donc j'ai vécu tout ça et je peux dire que le résultat de ma recherche s'est soldé par une grande poésie, donc une variété de thèmes que j'ai traités à Très travers bien, tous les verbes des femmes que j'ai c'est ça. écoutées, que Fait j'ai vues. que je comprends qu'il y a ta mère, mais il y a aussi d'autres femmes donc, qui t'ont inspirée aussi. Fait Oui, qu'on va partager donc, la présentation justement qui a été préparée à ce sujet. Euh, Juste une minute, donc on va la partager. ok. Fait que, donc, c'est ça. Donc, la première femme qui t'avait inspirée, je comprends que c'est ta mère. C'est ma Fait que mère, oui. je vais te laisser aller de l'avant. Oui, donc là, j'ai fait une petite biographie de toutes les femmes qui m'ont inspirée, dont ma mère. Donc ma mère qui a vécu, donc qui a quitté, s'est retrouvée quand même assez tôt, donc assez jeune quand même à Constantine, parce qu'elle a été déracinée. Donc c'est comme ça qu'elle a vécu sa vie à Constantine, vraiment déracinée. Et je l'entendais, j'écoutais chanter sa peine, chanter sa joie, chanter ses pleurs. C'était une expression multiple. Donc je voyais ma mère qui habitait dans son grand appartement à Constantine et qui se faisait des petits dans la terrasse ou bien dans le balcon, elle se faisait des petits lots où elle essayait de planter toutes sortes de plantes et puis elle arrosait ça. Elle avait son petit jardin à elle et à chaque fois qu'elle arrosait son jardin, elle sentait l'odeur de la terre mouillée qui lui faisait rappeler sa terre natale. Et je voyais cette nostalgie dans les yeux de ma mère et je crois que c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspirée et c'est ça qui m'a amenée vers cette recherche. Et plus tard, quand j'ai décidé donc que j'avais mon thème, mon projet de recherche que je devais mener à bon port, donc j'ai vu d'autres femmes qui m'ont inspirée aussi et, et dont j'ai fait la biographie. Donc oui, on peut avancer. Donc elle s'appelle Moujeb Sekoura, donc elle est, ou bien on l'appelle au village Sekoura El Qassim. Elle est née présumée en 1925, toujours à Temrala, ce village natal de mes parents. Et elle était la bergère du village. Alors, l'histoire de cette femme, c'est qu'elle a connu les affres de la guerre et elle a perdu pratiquement toute sa famille durant la guerre de libération d'Algérie. Et ce qui est remarquable chez cette femme, c'est qu'elle n'a jamais eu les privilèges en tant que martyre ou en tant que guerrière qui a fait la guerre, donc elle n'a jamais réclamé ses droits. Et c'était la pauvre bergère du village. Elle vivait grâce aux dons des villageois et elle était une poétesse magnifique c'est elle qui m'a donné tout ce qui a touché à la guerre de libération. Et je peux dire que c'est un monument parce que cette femme parlait des événements historiques qui ont touché l'Algérie à travers sa poésie. Donc, elle a parlé de l'Khedr, elle a parlé de
d'Armérouche, de tous les noms, les grands noms qui ont marqué l'histoire de l'Algérie. Donc, c'était elle qui m'a donné le thème de la guerre de libération. Voilà donc pour Moujab Sekoura. Il y avait aussi Lamri Sadia, qui est nommée Tchetchouf. Elle, c'est beaucoup plus la nostalgie. Elle m'a aussi inspirée parce que cette femme a vécu le drame de la perte de sa fille qui vivait à Constantine. Et parce qu'il faut juste savoir que la communauté kabyle qui s'est déplacée à Constantine est formée, c'est une communauté, donc on était toujours attachés au village, toujours attachés, donc les familles entre elles se retrouvaient dans les moments les plus difficiles, fait qu'il n'y avait pas, le cordon ombilical n'était pas coupé. Il y avait toujours le va-et-vient entre le village et la ville de Constantine. Et puis, donc, cette femme-là, donc, elle avait perdu sa fille qui avait 25 ans. Et donc, toute sa poésie, donc, elle relate, donc, elle parle de la mort, de notre impuissance face à la mort. Donc, d'elle, je tiens le thème de la nostalgie, mais surtout de l'impuissance devant la mort. Et c'est quelque chose de grandiose. Oui. Alors, nous avons aussi Wizat Razi, donc, qui est née en 1927. Donc, elle aussi, elle habitait au village, mais elle était dans le quartier, le plus bas quartier du village, parce qu'il y a 3 quartiers dans le village de Temaras, le quartier Takhrivin, ensuite le quartier Atlama et le quartier Eidloul, qui est le plus haut village, qui est au pied de... C'est qu'il y a le haut, le milieu et le bas. C'est exactement ça. Donc, c'est comme dans tous les villages, on peut parler de cette dersouf-là. Cette dersouf, Exact. donc, Juste c'est pour la faire une disposition. remarque, c'est la même chose en Grèce, dans les îles de Grèce. Mais il y a beaucoup de similitudes. Étonnamment, oui. On pourra parler de ça Oui, une fois, une autre fois. une autre fois. C'est très long. Alors, Wizat Razi, ensuite, donc, elle a vécu au village et donc, elle est partie rejoindre aussi son mari et sa famille à Batna. Donc, elle a vécu aussi à Batna, qui est une ville de l'est du pays, du côté des Chaouia. Alors d'elle, je tiens tout ce qui touche à la poésie sur la bru et la belle-mère. Donc là, en socio-anthropologie, cette femme a été d'une très très grande aide pour moi parce qu'elle m'a révélé tout ce qui est relation femme-femme, femme-homme dans la société kabyle et à travers sa poésie, on a pu déceler beaucoup de notions socio-anthropologiques. Alors, cette dame, c'est une grande dame également qui m'a vraiment marquée, c'est Jdiga Marani. Alors, à elle seule, elle était capable, donc juste une chose, c'est que c'est une femme qui a eu un rôle dans le film de Mecherou. Elle s'est mariée à l'âge de 13 ans, que vous pouvez voir après, on peut avoir un échantillon des femmes qui sont nées pardon, sous le drapeau français, et c'est des femmes qui n'ont jamais connu le banc de l'école, mais qui sont une bibliothèque de savoir. Alors cette femme-là, à elle seule, peut animer toute une fête de mariage grâce à sa voix. Elle a une voix magnifique qui porte et elle arrive à improviser des chants sur place juste pour faire ce qu'on appelle eslavia en kabyle et qui est le horer. Le horer qui est le jeu de la danse qu'on trouve dans toutes les fêtes de mariage surtout. Donc elle est capable donc j'utilise le présent, je pense que c'est Ouais. Elle reste, elle est encore là. inconsciemment, mais Ouais. oui, oui, exactement, parce que son verbe, puis ces enregistrements, je les écoute jusqu'à présent. Alors, elle est capable d'animer cette danse de horaire et de faire toutes les éloges possibles pour la danseuse. Et elle lance sa poésie d'une manière improvisée, mais c'est d'une manière improvisée. Et puis, elle est dans cette création artistique et poétique qui est magnifique.
Il y a aussi alors Nesmina Damesh Smina qui est née en 1913 et qui est décédée en 96. Donc elle était notre première informatrice parce que c'était une tante à nous. Elle, par contre, elle vivait à Temras, mais elle habitait aussi à Skikda. Donc c'est la particularité de toutes ces femmes, c'est qu'elles sont toutes natives du village de Temras, mais elles se sont déplacées, elles se sont déracinées dans les villes arabophones. Et elle, en l'occurrence, c'était dans Skikda. Alors d'elle, je tiens tout ce qui est la poésie du labeur, la poésie du travail chez la femme kabyle, dans le village et dans la ville. Fait que grâce à elle, j'ai pu faire cette comparaison entre le travail en ville et le travail dans le village. Donc, c'est elle qui m'a initiée sur le thème qu'on va traiter aujourd'hui, justement. Exactement. Et qu'on va aller à un de ses poèmes. Oui, alors voilà, par exemple, ici, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à travers cette poésie de ces femmes, surtout concernant le travail en ville, en le comparant au travail dans le village, ce que j'ai remarqué, c'est que toutes les notions, elles sont complètement disloquées, elles prennent une autre dimension. Alors, par exemple, le temps et l'espace sont complètement différents en ville ou bien au village. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la femme au village, elle se lève très tôt. Elle se lève très tôt pour un labeur qui est difficile, mais elle ne sent pas la difficulté. Soit elle est là pour le barattage, soit elle est là pour faire le champ, donc sortir pour donc soit pour aller chercher de l'eau, puiser de l'eau dans la fontaine, soit pour aller ramener le bois, soit pour faire la cueillette des olives. Donc il y a différentes activités. Peut-être les animaux aussi. Oui, 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 traire les vaches ou les chèvres, traire bien sûr, la traite des animaux aussi. Elle est Donc, très polyvalente, la femme kabyle. oui, elles font même de la tonte des moutons, donc elle fait la laine, donc elle fait toutes ces activités-là. C'est pas une activité qui est réservée uniquement à l'homme. Donc elle est là à aider l'homme, elle est là à aider l'homme surtout dans tout ce qu'il entreprend. Elle est vraiment, elle est un plus pour l'homme. Même un Et pilier, je dirais. Même oui, un pilier. alors cette femme qui a l'habitude de travailler comme ça, du jour au lendemain, elle se retrouve en ville et elle a un autre type de labeur. Elle a un autre type de travail qui est complètement, et elle, en socio-anthropologie, donc on peut parler de cette relation que l'individu a dans son milieu, dans le milieu dans lequel il évolue. Et la notion de temps et d'espace prennent une autre dimension. Ça change complètement. Alors, fait que c'est ça que je dégage à travers sa poésie. Alors, je vais lire sa poésie en kabyle que j'ai traduit. Alors, le premier poème, c'est Aqlizi senzi tillir sen zurz ذك شاتوسن الشغلي سدمسا سوري فان داشوك سدم أثيا وقورنا رمضان ندقو الساني وزلانن أثشن شوغايا زيضا ما كان دقو عريشن قيت سقدوحس سيدي يدي فنجالن ذقو السان تزلن ثرنا تزلا سون هشو يذ الهجني كايول ما رادرنوني نبقاون. Je traduis, c'est en ville que je vis. Ma résidence est un château, mais où le travail n'a aucune saveur. Il n'a point de place. Voici venir le mois de carême. Trop courtes sont ces journées. Me voilà déplumant un poulet, comme si on le faisait dans un grenier. Prépare-moi une assiette. N'oublie pas de laver toutes les tasses. Comme un clin d'œil, les journées passent. Une course insensée et sans relâche. Oh mon Dieu, quelle est donc la solution? Surtout quand les invités font irruption. Alors, il y a trois notions ou quatre notions à retenir. Il y a la notion d'espace, il y a la notion de temps, il y a la notion de ressenti, mauvais ressenti par rapport au travail que l'on a, et il y a la notion d'invité. Alors, ces quatre notions sont complètement changées parce qu'il y en a à les comparer entre le village et la ville, c'est complètement différent. Alors, le temps, il passe tellement vite et
le temps dans la ville, dans l'appartement, est court. Il est court parce qu'elle parle de Hussein et Ouzlanen. Les journées, elles sont courtes. Ensuite, elle l'associe avec Ramadan, donc elle l'associe avec le mois de carême, où tout passe vite, tout, et on ne fait qu'un travail qui a ni saveur ni de valeur, parce qu'il s'agit de laver la vaisselle ou bien de déplumer En soi, un travail routinier, elle n'est plus dans son milieu natal, dans la nature, etc., dans les montagnes. Exactement. Et elle s'ennuie parce qu'elle trouve que ce travail n'a pas de saveur et que ce n'est pas un travail. Donc, dans sa tête, ce travail-là, il est tellement banal qu'elle ne le considère pas. Parce que le temps, il passe vite. Parce qu'il passe vite dans le sens que les journées, elles sont courtes. Parce que au village, elle se lève très tôt, donc la journée, elle est longue. Elle fait beaucoup de choses et elle sent qu'elle a de la valeur, elle sent que c'est ça qui fait vraiment la vie. Ensuite, donc il y a la notion de l'espace qui est restreint, qui est fermé, alors qu'elle a l'habitude de travailler en dehors, dans le champ. Et il y a l'espace qui est fermé, qui est restreint, qui est, je déplume le poulet comme si je suis dans un grenier. Cette notion donc d'espace fermé, d'emprisonnement. Et puis, il y a cette notion d'invité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la société kabyle, la notion d'invité n'est pas une notion elle n'est pas, on ne la considère pas comme on la considère, parce que ici, c'est-à-dire en ville aussi, pour les invités, ils doivent c'est-à-dire, Invitation. oui, ils doivent se présenter, ils doivent s'annoncer. Par contre, dans le village, on ne s'annonce pas. Donc, on vit comme si on était une famille. Donc, on ne s'invite pas, on rentre chez l'autre comme si c'était la famille. On est une grande famille, on y va et sans retenue et sans chichi, comme on dit. Donc, c'est fait que cette notion-là d'invité est une notion qui a complètement changé dans la conception et dans la représentation sociale et individuelle de cette femme. Et on la retrouve aussi dans sa poésie. Il y a un autre poème, toujours de Khaltis Mina. Alors, toujours tout à l'heure, elle parlait aussi, elle vit dans un château, c'est-à-dire que malgré l'aisance matérielle qu'elle a en ville, mais elle est toujours malheureuse. C'est pour ça que j'ai parlé des ressentis. Elle est toujours malheureuse, elle est mal parce que ce n'est pas l'aisance matérielle dont elle cherche quand elle travaille. Il y a une satisfaction personnelle, une satisfaction morale qui fait que le labeur en lui-même donne cette satisfaction personnelle. Parce que quand on fait ce qu'on appelle le métier à tisser, le labeur ou bien le produit qu'on fait grâce à la main, ça donne cette satisfaction. Exact. Comme tu le dis, il y a un produit. C'est pas comme les travaux de la ville, ben, c'est routinier, ça revient toujours, puis tu vois pas, ça produit quoi, Exact. ça produit rien. C'est tout à fait ça. Alors, toujours dans le même style, et c'est toujours elle qui me l'a donné, شغل تمدين تنقيس قدرة الربا واكثر للي صرت قمارة وريشبي حشرات نهضة كواس ترذا الحوال ذو الشيفون نص محبة يمشي ذو السياق أكنيت ذو كولن ميتكرغ لوهين الصباح يوعر شي تدن تختاري غدي الخاطري ما يسهل أثيد ناقلة أما رضا فراض نوذغار أفكري مدنا فرضا إمي ذا سياق ألا ما نفكي ذريمان. Je traduis, le travail des villes est vide et sans valeur. Je voudrais qu'il soit banni. De tout repos, il ne l'est point. Et de place, il n'en a point. De tout repos, il ne l'est pas. Et de place, il n'en a point. À longueur de journée, la vaisselle à laver, le parterre à ne pas oublier, le ménage et le repas vont de pair pas à pas. Chaque matin, en me réveillant, qu'il est dur le commencement. Faire le choix, tout dépend. Sa difficulté reste en suspens et je la donnerai aux gens pour le faire. Puisque c'est le ménage de l'heure, il faudrait payer ce labeur. Alors, ce qui est important ici, c'est toujours cette notion de travail, de comparaison entre le travail de ville, comme je l'ai expliqué, qui est sans saveur, qui n'a aucune valeur, donc le travail en ville. Mais il y a une notion qui se greffe dans ce poème, c'est cette notion de femme de ménage. Payer une femme de ménage pour faire un labeur. Le labeur, c'est le parterre.
vers le parterre. Alors, dans la conception de notre femme qui dit ce poème, elle ne comprend pas comment qu'un travail peut être rémunéré. Parce que dans sa conception individuelle et sociale, dans la conception sociale dans le village, c'est l'entraide. On ne peut pas. L'argent n'est pas une valeur. C'est pas une valeur, l'argent. L'argent, ce qui est une valeur sûre, c'est l'entraide. Fait qu'aujourd'hui, je travaille, je te demande de m'aider, tu viens m'aider, et demain, ça sera à moi de t'aider. C'est ça, cette valeur. Mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas cette notion matérielle. Donc, le matériel n'est pas dans sa conception. Elle ne comprend pas comment on amène il y a une femme qui vient, elle fait le ménage et on la paye. Elle ne le comprend pas, elle ne le conçoit pas dans sa représentation sociale et individuelle. Elle ne le comprend pas et du coup, elle est complètement perdue par rapport à cette notion d'argent liée à un labeur. Le labeur, on ne le paye pas. Ici, on dit tout effort, il doit être payé. Mais ce qui est comment on appelle ça, le bien-être qu'on a vis-à-vis d'un labeur, qu'on fait de l'entraide, du partage. Oui. Ça, c'est de la valeur. C'est ça qui a de la valeur. C'est pas l'argent. Donc la femme, elle ne comprend pas comment en ville, on peut considérer qu'on peut payer une femme de ménage. Non, ça ne se conçoit pas dans sa représentation sociale à elle. C'est pour ça que quand on décortique ce poème, on comprend beaucoup de choses par rapport à cette relation qu'a la femme vis-à-vis du travail en ville et du travail dans le village. Alors, pour le esndo, bien le barattage, là, elle parle d'une autre activité qui malheureusement n'existe plus dans les villes. Donc, il y a des activités qui sont désuètes. Par exemple, le sendo, ou bien le barattage du lait quand il est caillé. Donc, quand on le baratte et quand on tire justement, je parlais tout à l'heure de cette production manuelle. Et c'est ça qui fait la valeur du labeur chez la femme. Alors qu'en ville, il n'y a pas ça. Alors, elle parle du barattage qui est une activité villageoise, qui est une activité qu'on retrouve surtout dans les villages kabyles, mais aussi dans toutes les campagnes rurales. Alors, Nora, avant d'aller vers le poème, juste pour dire que cette activité, malheureusement, n'existe plus maintenant. Oui, c'est ça. Donc, alors, cette activité n'existe plus, mais il y a peut-être dans certains villages où on a des troupeaux, où on a des chèvres ou des vaches. Cette activité, elle existe toujours. On fait le barattage même dans les villages. Hein. Par contre, en ville, ça n'existe pas. Comme le métier à tisser. Le métier à tisser, on peut trouver, même si c'est un métier, donc c'est un labeur qui a tendance à disparaître, mais on peut trouver dans certains villages, certaines familles qui tiennent à ça et qui ont le métier à tisser, tout comme la cueillette des olives qui existe jusqu'à présent. Donc il y a certaines activités qui sont millénaires et qui sont restées jusqu'à présent. Alors pour le barattage, oui, malheureusement, ça a tendance à disparaître. Donc, mais dans certaines familles, comme je l'ai dit, on peut trouver cette activité-là. Alors, elle dira ici c'est une onomatopée pour rappeler un peu le bruit ou bien le mouvement que fait la citrouille séchée dans laquelle on fait le barattage du lait. Alors ici تزيل تزيري ما تروح سعرة بشلوح هذه داوين وزين وريشوح tangue ma citrouille tangue jusqu'au clair de lune déclinant vers les chloches en les illuminant en abondance ramène-moi du beurre fondant ترسيسي ومسعودة الربحي وثيوغا أي غير ندوخ ورتخوف ورتواز سوس الحروف ma citrouille مسعودة un vrai bonheur de ma paire de bœufs j'ai mes gains baratte-toi, petit lait, sans crainte et sans peur des commères et des malfaiteurs. Ici, donc, j'ai parlé beaucoup plus du lexique, donc des mots que les femmes utilisent dans certaines de leurs poésies. Et puis, j'ai parlé de l'influence
du lexique arabophone, du lexique arabe dans la poésie kabyle. Donc ici, Msouda, il y a aussi Sousl al-Huruf, donc le Huruf, qui sous-entend, donc il y a un nom dit ici, qui sous-entend n'aie pas peur, donc une façon de dire il ne faut pas avoir peur des commères, des commérages, mais il ne faut pas avoir peur aussi de toutes celles et ceux qui font de la magie noire. Donc ça nous donne une idée aussi sur tout ce qui se passe dans les villages kabyles, mais on a tendance à remettre ça sur... donc, bon. Un peu partout aussi. J'ai une question Oui, pour toi ici. Quand on parle des shloh, est-ce qu'on parle des shloh marocains? tout à fait. C'est les chlèches marocains. Et puis, donc Les Amazirs du Maroc. les Amazirs du Maroc qui sont aussi donc intégrés dans cette poésie. Donc, on se dit pourquoi les shloh? Parce qu'une façon de parler des nomades, de ceux qui se déplacent et qui viennent, donc ils tapent. Donc il y a c'est pour ça que je parlais d'entraide, je parlais de partage. Ils tapent dans les portes et puis on leur donne donc on leur donne un bout de galette avec du petit lait. Et ça fait un repas qu'on donne souvent à celui qui se présente, un passager ou Un voyageur. un voyageur qui vient taper à la porte parce qu'il a faim ou il a envie de se reposer ou bien boire de l'eau. Et puis, parce que c'est une activité qui se faisait avant. Donc on recevait des gens qui venaient, ce qu'on appelle Ata, ou ce qu'on appelle les gens qui passaient dans les villages et qui tapaient dans la porte, et puis on ouvrait la porte et on donnait à manger à ces étrangers qui étaient de passage. Puis Sindou, ça nous rappelle un autre Sindou, la chanson de Edir Sir Hamarpour. Oui, la fameuse chanson d'Eidir. Et puis, il faut savoir qu'Eidir, il a toujours puisé ces thèmes qu'il a traités dans ses chansons, donc du patrimoine oral kabyle. Donc, c'est ça. Donc, fait que le baratage reste un patrimoine ancestral, un patrimoine oral. On le retrouve ici dans le patrimoine oral, mais ça reste le patrimoine de Kabyle, Et par quand on va excellence. passer au prochain poème, Alors, toujours dans le baratage, ici aussi, nous retrouvons aussi le lexique arabophone, puisque Nesmina a vécu à Skikda, donc elle a été quand même influencée par le lexique arabe. Alors, Bismillah al-Sundur, il laisse الزورة نغس زور سفوسي مال الصندوق أيغيو ندو خيرا الحجاج أثني برا وسند السون خيرا. Au nom de Dieu, je barade, et que féconde soit la récolte. Dieu, je réclame ton aide, que mon petit lait prolifère sans cesse. Les pèlerins dehors sont arrivés et ils ont envie de se désaltérer. Donc là, je reprends aussi cette notion des voyageurs, des passagers qui viennent, donc qui tapent à la porte, mais aussi il y a cette notion de partage, oui, j'en ai parlé, mais il y a cette notion religieuse aussi. Donc il y a certaines poésies qui sont, on retrouve beaucoup d'aspects religieux dans la poésie orale féminine. L'exemple de ce poème qui est, si vous voulez, une intonation. Donc on appelle Dieu, on essaye de demander à Dieu de l'aide, du pardon, donc on essaye, donc c'est l'occasion donc d'envoyer un message et d'essayer de se mettre en contact avec Dieu. Donc on retrouve ces notions de la religion musulmane. donc là, je comprends que tu vas nous parler de l'implicite. Alors ce que j'ai fait donc tout au long de ma recherche, j'en ai après parlé au début, mais je n'ai pas vraiment insisté, c'est que tout ce que traite la poésie de ces femmes, c'est que la femme en général, la femme kabyle, soit par pudeur, soit de par son éducation qui est quand même assez rude, assez difficile, on lui a appris à ne pas dire les choses d'une manière directe.
fait qu'elle fait appel toujours dans sa poésie à des insinuations. Elle fait appel à des non-dits. Et que moi, j'ai été plus... donc ces femmes m'ont poussée à aller chercher le sens caché. Et que toute la poésie que j'ai révélée, donc toute la poésie que j'ai traitée et que j'ai traduite, la femme kabyle ne dit jamais les choses d'une manière explicite. Elle le dit toujours d'une manière implicite. Il y a toujours de l'implicite, il y a toujours du sens caché qu'il va falloir aller chercher. Et moi, j'ai été le chercher. Alors, en traduction, quand on passe, donc traduire l'implicite dans une poésie, n'est pas quelque chose d'évident. Ce n'est pas évident de traduire l'implicite. Je prends par exemple la notion de nif. Je prends le nif qui est le nez, une traduction littérale du nez, c'est le nez. Par contre, dans la conception, la représentation sociale kabyle notamment, le nif, ça a une valeur, ça a une connotation de l'honneur, de la dignité. Ça a une grande valeur. Donc, ce n'est pas le nez, n'est pas, c'est-à-dire, c'est-à-dire si je traduis littéralement, oui. ça fausse complètement le sens du poème, le sens que la femme ou qu'on veut vraiment transmettre. Donc, il y a tout un sens qui est implicite, qui est caché, qu'il va falloir traduire pour pouvoir transmettre le sens. Et pour comprendre le sens implicite, le sens caché, il faut comprendre comment fonctionne la société kabyle. Parce que je ne peux pas parler de notions de NIF sans avoir à connaître comment fonctionne la société kabyle. Donc, ce sont toutes des notions socio-anthropologiques qui permettent de comprendre le fonctionnement de l'individu dans le milieu dans lequel il évolue. Ce sont ces aspects-là qu'on va détecter à travers son verbe. Donc, c'est ce que j'ai essayé de chercher et j'ai trouvé que pour traduire et pour être vraiment, parce qu'on ne peut pas traduire, c'est trahir, mais pour être le plus fidèle possible, il faut rajouter ce qu'on appelle l'étoffement en termes traductologiques, l'étoffement, donc on rajoute des petites notions, même si elles ne sont pas dites dans la poésie, mais on sous-entend qu'il y a un sens qui est caché, qui est latent, qu'il va falloir aller chercher quand on traduit la poésie qui a un sens implicite, un sens qui est caché. Comme tu l'as dit, donc on ne peut pas comprendre ou traduire sans connaître vraiment la culture, sans connaître comment ça se passe, la tradition, etc. Fait que faut vraiment connaître ça avant de pouvoir traduire. C'est pour ça qu'on a beau traduire les choses littéralement, mais si je ne connais pas comment fonctionne la société, comment l'individu se comporte dans son milieu, et que je ne comprends pas le sens caché de tout ce qu'il dit, je ne peux pas faire une bonne traduction. Là, donc l'aspect que j'ai envie de dire ici, c'est que surtout dans la traduction des poèmes, il faut chercher le sens caché. Et toute la poésie que j'ai pu cueillir, elle est truffée d'implicite, elle est truffée d'insinuations, elle est truffée de non-dits. Et se dire, il faut vraiment aller dans les profondeurs pour pouvoir mieux le comprendre. Alors, j'ai un autre exemple. Oui. Alors, l'exemple que j'ai pris ici, c'est un poème qui appartient à ma mère et qu'elle a chanté lors de la circoncision d'un de mes frères. Alors, elle va dire Uli rafkham vrir dil kumam zemmiri khsnen nadahvu marjan uli rafkham la zadan mlah zemmiri khsnen sayugan الدح أواه يظن أذ يسكاول البحر أذ يدم تزروت أتيدي ذقار ذمي غري خسنن أذ يعمر وخم. Je traduis. Alors, je vais traduire et vous allez voir que dans ma traduction, j'ai souligné. Tout ce que j'ai souligné ici, ce sont des mots que j'ai rajoutés qui ne se trouvent pas dans la poésie, qui n'est pas, mais j'ai rajouté pour, au fait, dévoiler le sens caché.
Et vous allez comprendre, il est où le sens caché. Alors, elle dit, du haut de la maison, je me suis séparée de mon voile contraignant. Elle ne le dit pas dans sa poésie, mais elle le sous-entend. Déjà le fait de monter en haut, du haut de la maison, c'est une façon de dire que j'ai changé de statut. Parce qu'ici, le poème, il va exprimer la représentation de la femme qu'elle se fait de sa progéniture mâle. Donc, c'est pour ça que je te dis, Soraya, qu'il faut aller plus loin dans la société pour comprendre comment fonctionne la société et comprendre également la poésie. Tout est dit dans la poésie et tout est insinué. Exact. Alors, je me suis séparée de mon voile contraignant. C'est la circoncision de mon enfant, un joyau en corail. Du haut de la maison, je moue du sel, protecteur du mauvais œil. Elle ne le dit pas, mais elle le sous-entend. C'est la circoncision de mon enfant, une paire de bracelets. Reparle-nous un petit peu par rapport au sel. Alors, par rapport au sel, donc la représentation du sel est très significative dans la société kabyle. Alors, le sel est un condiment qui sert à enlever le mauvais œil, mais souvent aussi aussi dans certaines sociétés, on utilise le sel aussi pour protéger la maison, n'est-ce pas, hein? Donc, on le retrouve, cette notion de sel protecteur dans la culture kabyle. Alors, on la retrouve ici, elle moue du sel. Pourquoi elle moue du sel? C'est vrai que le fait de la mouture du sel est une action vaine, parce que le sel déjà en lui-même, il est fin. Mais le fait de le moudre est une façon de dire que j'invoque la protection. Je veux que mon enfant soit protégé. Donc, c'est pour ça, elle dit, je moule le sel, mais cette action-là sous-entend la protection du mauvais œil. Ensuite, ensuite elle invoque le vent. Donc, elle va faire... ça va vers c'est la circoncision. Je t'avais interrompu. Oui, c'est la circoncision de mon enfant, une paire de bracelets belle en l'apportant, que le vent souffle très fort et assèche les mers, qu'il soulève la pierre et jette mon fardeau. C'est la circoncision de mon enfant, pleine sera ma maison. Alors soulève et fardeau n'est pas dit dans la poésie, dans le poème, mais elle le sous-entend. Elle le sous-entend parce qu'elle fait appel à cette force du vent, à cette force de la nature pour l'aider. Mais en réalité, l'aider à faire quoi? À se libérer. L'aider, à protéger son enfant, mais l'aider à accéder à un autre statut. Donc, puisque le fait de monter sur le haut de la maison, ça veut dire qu'elle monte en grade, ça veut dire qu'elle a atteint un autre stade. Vous savez que, le statut de la femme, il reste un statut. Donc, la femme, quand est-ce qu'elle a de la valeur? C'est une fois elle devient vieille dans la société kabyle. C'est la vieille femme qui a plus de valeur que... Elle devient la patronne. Ben oui, elle devient la patronne. C'est une fois qu'elle a subi toutes les misères et qu'elle reste toujours debout, c'est à ce moment-là qu'elle a sa valeur. Fait que ici, la femme, elle a acquis on va dire une libération. C'est pour ça qu'elle parle de voile, de contraignant, qu'elle parle de fardeau, qu'elle parle de libération. Au fait, c'est parce qu'elle a accédé elle a accédé, c'est ça, à un statut de honorifique, parce qu'elle a son statut est rehaussé. Grâce à quoi? Grâce à la circoncision de son enfant qui lui a donné ce statut valorisant de femme, plutôt de maman qui a une progéniture mâle, et c'est cette progéniture-là qui va rehausser son statut dans la société. On retrouve tout ça, elle ne le dit pas, mais à travers l'analyse de son poème, on comprend justement comment le statut de la femme est rehaussé grâce à la circoncision du garçon. Je sais que tes travaux ont porté sur l'expression du non-dit chez la femme kabyle à travers la poésie féminine. Donc, tu as abordé plusieurs thématiques. Tu en as parlé un peu lors de notre conférence.
Je sais aussi que tu as travaillé aussi sur l'expression du sentiment amoureux et ses non-dits à travers la poésie orale féminine. Disons-nous un peu, mais juste un peu, parce que c'est un sujet qu'on va aborder dans une autre conférence, fait que ça va donner l'envie aux gens de t'écouter une autre fois. Ah, alors, l'amour et ses différentes expressions, je, je tiens juste à dire que ce qu'elles me disaient, les femmes, parce que c'était des femmes qui sont d'un certain âge, elles me disaient, ne croyez pas que vous, les jeunes femmes, à l'époque, j'étais quand même assez jeune, ne croyez pas que vous connaissez l'amour. Nous aussi, on sait ce que c'est. Et on l'exprime peut-être mieux que vous. Et je ne l'ai je l'ai découvert à travers leur poésie. Alors, j'ai découvert que dans leur poésie, surtout dans l'expression du sentiment amoureux, qu'elles disaient tout ce qui leur passait, tout en se faisant passer pour l'homme. Donc, il y avait elle se cachait derrière le masculin parce qu'elle se mettait à la place de l'homme. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Et puis souvent dans leurs propos, dans le lexique qu'elles utilisaient, dans les mots qu'elles utilisaient, il y avait des sous-entendus. Donc elles utilisaient, par exemple, moi, naïve que j'étais, j'essayais de faire de la traduction littérale et elles avaient un sourire Le narquois, elles sens avaient un caché. sourire. Elle disait, mais c'est pas possible, tu peux pas, tu comprends pas. Je dis, mais c'est ça le kabyle. Quand elle me parle de Ouchvih, du four, de la galette, et puis il y avait toute une analogie, il y avait toute une relation entre elles qui sous-entendait autre chose que j'ai fini par comprendre. Je me suis sentie toute petite, crois-moi, Soraya. Puis il y a beaucoup de choses à dire et à redire sur le thème de l'expression Oui, oui. amoureuse. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Fan Mefatas Nora. Merci, Chimène Soraya. Et puis Puis, voilà, j'espère c'est que ça. On a hâte de te recevoir une autre fois. Puis, donc, pour une autre thématique. Puis, la thématique, donc, on vient de parler, j'espère. À vous, chers auditeurs, donc, je vous dis merci de nous avoir écoutés. J'espère que cela a piqué votre curiosité pour en savoir plus sur le peuple amazigh, sur les Amazirs, qu'ils soient en Afrique du Nord ou qu'ils soient partout dans le monde. Donc, Fenmir Tatas, et faites attention à vous. Au revoir.